Je suis ravi d'être là. Je m'appelle Jonathan Rogez et je suis directeur produit chez Shaper, ou Head of Product, comme ça le dit sur ma carte de visite. J'ai été ravi quand Sobia m'a contacté pour venir parler au Mobile Product Meetup. Ça fait assez longtemps que je bosse sur des applis mobiles. J'avais connu le boom du mobile à l'origine quand je bossais chez SFR et qu'on a commencé à abandonner les vieux téléphones pourris pour commercialiser des iPhones et de l'Android. Et du coup, il y avait plein d'opportunités qui se créaient autour des apps. Donc ça fait quelques temps que je bosse là-dessus. Par ailleurs, je chante. Je suis aussi un chanteur à mes heures. Et en plus de ce meet-up, si vous voulez me revoir, vous pourrez venir m'écouter chanter lundi prochain. Voilà. Et on parlera de ça un petit peu plus tard sur la philosophie de Shaper. Et quand Sophie m'avait contacté, je me suis dit « Ah, c'est sympa parce qu'on a plein de trucs à dire autour de Shaper ». Et puis, j'ai repensé à quelque chose qu'on dit parfois des product managers, c'est que c'est des gens qui se focalisent beaucoup sur ce qui ne va pas, sur tout ce qui ne va pas dans leurs produits, qui ont tendance à voir beaucoup les problèmes. C'est bien parce que ça les aide à trouver des solutions après. Je me suis dit, bon bah ok, on va peut-être réfléchir à tous les trucs qu'on a un peu mal fait, et notamment au début de l'aventure Shaper, qui a démarré en 2014. Alors, juste pour avoir une petite idée, parmi vous, qui a déjà entendu parler de Shaper? Ok, pas mal de monde. Qui a déjà rencontré quelqu'un via l'application Shaper? Ok, quand même un certain nombre de personnes. Et qui pensait que ça se prononçait Chapre? Ok. Vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure, déculpabilisation totale. La genèse de Shaper, c'est quoi? Ça trouve sa racine chez Attractive World. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais dans l'équipe fondatrice de Shaper, on est 5, dont 3 personnes qui avaient fondé Attractive World, dont Ludovic Huro, notre CEO. Donc, c'était Attractive World, pour les 4 d'entre vous qui ne connaissent peut-être pas, c'est un site de rencontres haut de gamme qui a été monté il y a 7-8 ans, qui a été revendu en 2016 à un groupe allemand, Affinitas Elite Rencontres, et qui a connu beaucoup de succès en raison de ses principes même de fonctionnement qui étaient un peu à l'antipode de pas mal de choses auxquelles on pense quand on cherche à développer un produit et à attirer plein d'utilisateurs. C'était une notion de barrière à l'entrée et de sélectivité. C'est-à-dire sur Attractive World, on devait être coopté par les membres de la communauté. À chaque fois qu'on s'inscrit, son profil passe au vote des membres de la communauté qui disent si la personne est fit ou pas pour rentrer sur le site. Et ça a connu beaucoup de succès, même si c'était sur un marché de niche. Ça s'est plutôt bien vendu. Et dans le cadre de ce projet-là, Ludovic et les autres membres de l'équipe, l'un de leurs retours d'expérience essentiels, ça a été que pour mener leur start-up, pour mener à bien leur projet, un facteur clé de succès pour eux, ça a été les rencontres et les contacts qu'ils ont noués dans leur parcours professionnel. Et l'idée de départ de Shaper, c'était et si on faisait une app qui permet justement de rendre ça plus facile, plus accessible et plus qualitatif à tout le monde, des rencontres de qualité professionnelle. L'idée aussi, donc c'est vite orienté sur une notion de sélectivité, mais pas tout à fait comme sur Attractive World. Le concept d'origine, j'ai délibérément ressorti ces vieux schémas relativement incompréhensibles pour vous mettre un peu dans le bain de ce qui commençait déjà à être un peu complexe au début de Shaper. L'idée derrière notre V1, c'était de centrer le produit autour de la notion de confiance. On se disait, bon, LinkedIn c'est super, c'est un fantastique outil, on a des centaines, des milliers de connexions, mais les connexions qui font vraiment la différence dans la vie professionnelle, c'est les connexions de confiance, les liens de confiance. Et ça, on n'en a pas tant que ça. Vous connaissez peut-être le chiffre de Dunbar qui dit qu'on a des vraies relations avec 150 personnes au maximum dans sa vie. Donc nous, on s'est dit, on va limiter le nombre de personnes avec qui on peut se connecter. Donc pour vraiment créer un premier cercle de confiance, on va permettre à ces personnes-là de créer elles aussi un cercle de confiance. Et toute la magie de Shaper, ça va être de donner à chaque utilisateur un accès direct à son réseau de niveau 2, qui aura un super niveau de qualité parce que
tout le monde se sera prêté au jeu de la confiance en disant ben, là je peux mettre maximum 50 personnes, donc c'est pas les 3000 recruteurs que j'ai acceptés sur LinkedIn quand je cherchais du boulot, hein, c'est vraiment des gens importants. Et comme mes contacts auront fait pareil, j'aurai un effet qualité qui me permettra de reproduire un peu la magie qui s'était passée sur Attractive World, mais dans le contexte des relations professionnelles. Donc c'était ça le concept d'origine sur lequel j'ai été missionné pour bosser. Donc on a passé l'essentiel de l'année 2014 à sortir la V1, à essayer de sortir cette première version. On s'est orienté sur un choix technologique d'une techno hybride qui est Xamarin. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui gèrent des produits sur Xamarin ou pas. Non, ok, bien. On va me libérer le discours. Donc, il y a eu un choix qui s'est fait avant que j'arrive sur le projet, qui a été de prendre une solution hybride pour, soi-disant, aller plus vite. Et déjà là, ça a été pas simple, parce que forcément, on était face à un produit extrêmement riche, extrêmement complexe, qui était LinkedIn. Et on avait envie de faire aussi bien. Donc forcément, très vite, on a fait le principal défaut de beaucoup de produits, c'est on a essayé d'en faire trop. On a essayé de faire un peu trop de features. Donc déjà, on avait deux fonctionnalités principales. Une timeline, un newsfeed comme ce qu'on peut avoir sur n'importe quel réseau social. Et puis on avait, comme ça commençait déjà à être pas mal la mode du swipe, on avait mis en place un système de matching qui permettait de pouvoir se connecter avec des gens via un swipe anonyme, c'est-à-dire je ne sais pas à l'avance quand je vais swiper si la personne souhaite me rencontrer. Tout ça sous cette ombrelle de confiance. Voilà, une première petite erreur qu'on avait fait déjà, c'était le premier logo, c'était à peu près le logo Skype, on peut ne pas s'en cacher, mais ça a été une erreur plutôt facile à corriger. Donc on a passé l'année 2014 à essayer de sortir cette V1, on a fait une première bêta avec des friends and family, on a aussi exporté tous les contacts qu'on pouvait de nos carnets d'adresses LinkedIn, des carnets d'adresses LinkedIn des amis et tout. Pour vraiment diffuser le truc et on avait des retours plutôt sympas. On n'avait pas beaucoup de métriques, mais on avait des retours plutôt enthousiastes. Ce qui m'amène à un premier retour d'expérience qui est quand vous faites une vraie bêta et que vous testez votre concept et votre app pour la première fois, le faites vraiment pas qu'avec des amis. Le faites pas avec des gens qui vont vous dire les choses qui vont vous faire plaisir parce que ils ont envie que vous y arriviez sur votre projet. Donc après cette année-là, et puis ces premiers retours, même si on se dit on n'a pas un produit parfait, on se dit allez, on y va, on y croit. Et l'un des éléments clés et déterminants, et encore aujourd'hui sur Shaper, c'est qu'on a un produit fondamentalement international et très américain. Aujourd'hui, on a plus de 60% de nos utilisateurs en Amérique du Nord, on en a 20% en UK et Irlande, et on en a 20% en France, grosso modo. Et dès le départ, comme on a voulu faire une marque qui soit global, on s'est dit il faut qu'on se lance aux États-Unis. Et aussi parce que d'un point de vue, là pour le coup on s'était pas trompé, d'un point de vue appétence et insight, les Américains ont un grand avantage sur le networking par rapport aux Français, qui est que on n'a pas besoin de les convaincre de l'intérêt de faire du networking. Ici, parfois, il y a peut-être des gens qui vont dire mais pourquoi tu t'embêtes à aller à un meet-up, à voir des gens qui font la même chose que toi. Aux États-Unis, c'est complètement dans les gènes, c'est complètement intégré. Tout le monde sait que si tu veux faire quoi que ce soit dans la vie, tu dois networker. Donc, on y va. On fait un lancement RP, agence RP, petit budget et tout, et des jolis papiers dans TechCrunch, dans VentureBeat, et puis un bureau aux États-Unis qu'on prend pour vraiment passer beaucoup de temps là-bas et essayer aussi de trouver des investisseurs là-bas. Et puis bon, assez vite, il y a quand même des premiers doutes qui sont apparus sur ce qu'on faisait. Déjà, on a eu on voyait qu'au niveau de l'activité, ça décollait pas, quoi. Le newsfeed restait assez vide, les gens ne savaient pas trop quoi partager dedans. Et même s'ils me disaient oui, c'est sympa, je ne sais pas vraiment comment m'en servir, et puis il n'y a pas tellement de gens avec qui je pourrais m'en servir. L'autre point, c'est aussi lié au volume. On voyait aussi en termes de téléchargement, on a fait comme beaucoup d'apps qui font un lancement RP. On a fait pchit,
avec un joli pic au moment où on a tous les communiqués de presse, le référencement sur Product Hunt, et puis après l'asymptote qui est quand même assez proche de l'axe des abscisses. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc déjà on commençait à se dire bon, il se passe pas grand chose. On avait un petit élément qui marchait un petit peu, c'est que on utilisait les API de LinkedIn pour permettre aux gens de contacter leur meilleur contact sur LinkedIn, leur dire de rejoindre Shaper. Et ça, on voyait qu'il y avait pas mal de gens qui se posaient pas tellement de questions, qui faisaient un peu comme vous avez pu le faire à une époque sur Candy Crush en mode vous voulez inviter vos amis? Bah oui, je vais inviter mes amis, et puis voilà. Et puis après Tata Gilberte voit qu'on lui a offert des vies. Là, on avait des gens qui appuyaient sur les boutons en disant bah tiens, oui, pourquoi pas parler de ce truc-là à des contacts sur LinkedIn. Ça marchait relativement. C'était le petit truc qui fonctionnait un petit peu bien. Bon, le souci, c'est que LinkedIn elle nous a fait un petit coucou et elle a dit bah en fait, on va couper quasiment toutes nos API pour quasiment tout le monde. Dont toute la partie import de contact et utilisation de leur messagerie. Donc c'était une période un petit peu compliquée. Et on n'était pas loin de la PLS pour une bonne partie de l'équipe sur mais qu'est-ce qu'on va faire, sachant qu'à cette époque on avait quand même commencé à lever des fonds et on avait des actionnaires qui étaient très très enthousiastes et nous on voyait un produit qui n'y collait pas. Donc voilà, un autre enseignement que je communique humblement avec vous, c'est aussi si vous cherchez à créer une marque et un produit vraiment différenciant sur ce qu'il fait, ne pas se reposer essentiellement sur ce que vous fournissent forcément des API externes, parce que vous ne savez jamais quand est-ce que ça peut couper. Ouais, merci, si tu peux me le passer. Donc ça a été une grosse période de doute où on a envisagé plein d'hypothèses sur le produit. Arrêter, tout simplement. Faire des produits totalement différents, essayer de vaguement capitaliser sur ce qu'on avait, parce qu'on avait quand même un certain volume d'inscrits, pas super actif, mais on commençait quand même à avoir un début de base, ou repenser un petit peu le produit pour essayer de faire quelque chose qui soit vraiment utile et qui puisse commencer à nous donner un peu des métriques, un peu des résultats. Hop. Et finalement, c'est la dernière option qu'on a retenue. On s'est dit, bon, on va peut-être un petit peu simplifier notre produit, on va essayer de faire moins de choses, on va essayer de les faire un petit peu mieux. Et notamment, on se disait, bah, c'est dommage, on a tous ces utilisateurs qui sont là sur la plateforme, mais du fait de la manière dont on construit notre réseau social, ils n'ont rien à faire. Donc, on va peut-être essayer de les connecter entre eux et de lever un petit peu les verrous qu'on avait mis au départ. Donc, on a commencé à faire ça et à permettre aux utilisateurs de pouvoir entrer en relation beaucoup plus librement. Et donc, on n'était plus limité par cette notion de tu es forcément dans mon niveau 2 de connexion pour que je puisse entrer en relation avec toi. Et on a mis en place une petite notification quotidienne qui incitait les utilisateurs à tout simplement venir sur l'application pour swiper leur petit lot quotidien de profils et de personnes avec qui entrer en relation. Moi qui venais d'un background d'une boîte vachement plus grosse, qui était extrêmement prudente sur la manière dont elle gérait son CRM, je me disais, j'avais un peu les chocottes de cette push notification quotidienne, parce que je me disais, non mais ça va être super spammant, les utilisateurs vont se dire, non mais le truc où tu me fais juste coucou tous les jours pour utiliser ton app, on va se prendre vraiment une volée de bois vert dans le store, dans les reviews. Et en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on a même carrément eu certaines journées où parfois on pouvait avoir des dysfonctionnements, beaucoup d'utilisateurs qui étaient là, mais ma notification elle est où? Vous m'avez pas dit d'utiliser mon appli aujourd'hui et ça va pas du tout. Et on s'est dit ah ok, donc il y a peut-être un truc qui se passe en fait, les mecs ils aiment bien en fait peut-être utiliser cette appli et faire autre chose. Et c'est l'autre, je dirais, élément lueur d'espoir que j'ai mis, c'est le fait que c'est pas parce qu'il y a un acteur dominant sur un secteur que les gens sont forcément hyper contents. Et ce qu'on voyait, c'est que avoir une alternative, même plus limitée, même beaucoup plus restreinte en termes de fonctionnalité, à un acteur dominant qui a forcément un certain bagage, un certain passif et une expérience qu'ont déjà les gens avec, ça a de la valeur. C'est-à-dire que les utilisateurs étaient contents d'avoir une alternative à LinkedIn et une autre manière de rencontrer des personnes.
Donc on s'est pas mal appuyé sur ces éléments-là pour continuer, puis commencer à développer les interactions entre les utilisateurs et se dire c'est pas parce que ce qu'on fait est pas forcément hyper original qu'on ne peut pas forcément le faire mieux que les autres. Et c'est là-dessus vraiment qu'on s'est concentré. Néanmoins, on avait quand même un petit truc qui était, j'aime beaucoup l'expression « the elephant in the room ». C'est quelque chose d'énorme que tout le monde sait et dont personne ne veut s'occuper et autour duquel tout le monde marche doucement. En fait, l'elephant in the room, pour nous, c'était l'essentiel des fonctionnalités qu'on avait développées. Donc on avait viré notre timeline parce que de toute façon, elle était vide, il ne se passait rien. Mais on voyait encore à l'époque, on avait encore un joli menu latéral, on avait encore pas mal de fonctionnalités qui étaient destinées à la création et l'émergence de ce fameux réseau de confiance qu'on se disait, c'est quand même un truc qui a vachement de valeur. Et c'était énormément de fonctionnalités dans l'application. Et donc là, on a pris la décision en fait, d'arrêter tous ces trucs-là, d'arrêter toutes ces fonctionnalités-là. Donc le slide à l'époque que j'avais montré à mes collègues, c'était une grosse photo de Meryl Streep dans Le choix de Sophie, pour leur expliquer que parfois il fallait prendre des décisions difficiles dans la vie. Et du coup, on a complètement abandonné notre concept d'origine basé sur la confiance. Et ça, c'est vraiment ça a été une libération totale en termes de roadmap, en termes de product management, parce qu'on a arrêté de corriger des fonctionnalités qu'on faisait pas bien. On a évacué une quantité de dettes techniques colossale et on s'est vraiment concentré sur les quelques fonctionnalités sur lesquelles, là il y avait un petit peu d'usage, là ça décollait un petit peu. Et ça a été complètement libérateur et ça a été un vrai pivot pour nous. Et ça nous a permis d'avoir du coup une année 2016 où on a pu se concentrer, comme je vous disais tout à l'heure, à faire moins de choses, mais à essayer de les faire beaucoup mieux. Et les choses sur lesquelles on s'est concentré, ça a été un peu 3 éléments. Autour de notre produit. Le premier, ça a été d'admettre qu'il fallait qu'on amorce la pompe en termes d'acquisition d'utilisateurs. C'est très compliqué aujourd'hui de faire émerger un réseau social, particulièrement dans le domaine professionnel. On n'est pas comme sur des usages avec des personnes qui ont 13 ans et qui sont hyper appétentes sur l'adoption de nouveaux outils de communication. On est sur des personnes qui sont beaucoup plus rationnelles et qui cherchent un gain de temps, qui cherchent un bénéfice réel. Donc ces personnes-là, grâce à notre levée de fonds initiale, on a commencé à aller les chercher via de l'acquisition online. Et le fait de démarrer ça nous a permis de le faire de mieux en mieux et de réduire progressivement notre coût d'acquisition pour nos utilisateurs sur l'acquisition online de manière vraiment importante. Enfin, on les a divisés par 4 depuis qu'on a commencé. Et par ailleurs aussi commencer à installer notre marque via une campagne d'affichage. On voulait l'Amérique, on voulait New York, donc on a fait une campagne d'affichage à New York qui était en plus assez maligne. Là, je vous ai mis une photo plutôt soft d'une nana qui s'est prise en photo. On avait la même, mais avec un SDF qui s'était fait prendre en photo sous notre affiche. L'affiche qui dit « Ceci est peut-être la personne la plus inspirante que vous allez croiser aujourd'hui ». Et du coup, c'était marrant, ça nous a fait quelques retweets, c'était sympa. L'autre grand axe, ça a été bien sûr la simplification de l'expérience utilisateur. Supprimer des items dans les menus, c'est déjà bien, mais on a dû revoir l'architecture de notre application, revoir sa structure, l'architecture de l'information, beaucoup d'éléments de design sur lesquels on a retouché. On est toujours resté sur une application volontairement très simple et très dépouillée en termes de fonctionnalités, et ça nous a permis de commencer un petit peu à chouchouter nos utilisateurs sur l'App Store, aussi de faire vraiment attention à tout ce qui était reviews. On répond à chaque review. Sauf les fakes, mais ça c'est autre chose. Et le troisième élément, c'était que on était sur un outil de networking qui faisait une chose, c'était de permettre de découvrir des nouvelles personnes. Donc il fallait absolument qu'on se concentre sur les aspects data science et algorithmes de matching. Donc c'est un domaine dans lequel on a investi, dans lequel on a commencé à créer une vraie équipe data science. On a embauché un docteur en data science qui connaissait rien du tout aux applications mobiles, mais qui a pu nous permettre de passer un cap.
2017, j'ai mis l'adolescence, à l'origine j'avais mis la puberté. Ça a été une année un peu charnière. Donc on commençait à avoir des signaux positifs, on était contents, on savait ce qu'on voulait faire. Et on s'est dit, bon là, maintenant il faut qu'on passe la seconde. Et on va continuer à chercher aussi à s'alléger de vieux carcans qu'on avait et qu'on se traînait. L'un de ces carcans, c'était la techno qu'on avait choisi à l'origine sur l'app qui était Xamarin. Donc on a choisi de switcher en natif pour tout un tas de raisons. Et voilà. C'était aussi une période où on a beaucoup développé les équipes, avec plus de développeurs mobiles, plus de développeurs back-end. Et c'est aussi une époque où il y a eu un choix de refaire aussi notre back-end. Forcément, démultiplication de l'équipe, plus switch de techno sur iOS et Android, plus switch de techno sur le back-end, ça a été un petit peu beaucoup à digérer. En assez peu de temps. Donc ça a été une période pas toujours évidente. Jean-Charles et Jérôme Aupréant peuvent vous parler un peu plus des difficultés qu'on a rencontrées là-dessus, mais on commence à en sortir. Et l'un des éléments qui nous a permis aussi de tenir dans cette période, c'est aussi de vraiment se concentrer sur, quand on fait une app, sur c'est quoi le bénéfice, c'est quoi la différence qu'on apporte à nos utilisateurs. Et là, franchement, en 2017, on avait vraiment des choses exceptionnelles. À un moment, on a fait une petite newsletter à nos utilisateurs pour savoir s'ils avaient quelques stories à nous raconter pour notre blog, des choses comme ça. On a eu 400 personnes qui nous ont renvoyé des mails longs comme le bras pour nous dire moi c'est fantastique, j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui est devenu une de mes meilleures amies et maintenant c'est ma demoiselle d'honneur à mon mariage. Moi je me sers de votre plateforme pour combattre le réchauffement climatique, et puis tout un tas d'histoires de collaboration, de jobs. Je vous en ai mis un là, mais je ne vais pas vous jouer la musique pour gagner du temps. Et combien ? 2 minutes, fantastique. On arrive au bout. Et donc ça, c'est aussi un élément. Nous aujourd'hui dans Slack, on diffuse bien sûr toutes les reviews de l'app Android, de l'app iOS auprès de toute l'équipe dans un esprit de transparence pour que tout le monde sache un petit peu ce qui se passe, quels sont les feedbacks des utilisateurs. Mais il faut penser également à bien diffuser auprès de l'équipe aussi quand vous avez des histoires super intéressantes. Si vous avez une app de dating, diffuser les faire-part de naissance, les bébés, les histoires de mariage, des choses comme ça. C'est aussi un élément qui sert vachement à souder la team et à rappeler pourquoi on traverse toutes les galères qu'on traverse quand on fait un nouveau service. Check. Donc maintenant, forcément, je prends un raccourci. Maintenant, en 2018, on a 2 gros challenges sur notre app. Le premier, c'est la croissance. Je choisis de l'illustrer par plus une notion liée à la fois attirer les utilisateurs, mais surtout les garder. La rétention. C'est l'un de nos axes de progression principal sur Shaper. On sait attirer les utilisateurs. Maintenant, on doit savoir mieux les garder. Au-delà de forcément le cœur des purs aficionados de networking, qui sont vraiment des personnes assez géniales, assez formidables, mais qui constituent pas 100% de notre base utilisatrice. Et l'autre élément qu'on a commencé à investiguer en fin d'année dernière, c'est toute la partie revenus, avec la mise en place d'un modèle freemium, avec des fonctionnalités supplémentaires disponibles par abonnement. Et on va continuer là-dessus. Et le petit dernier truc que je mets, c'est que moi j'aime beaucoup dans les meet-up savoir un petit peu ce que les gens utilisent comme outil et tout. Donc je vous ai juste mis ça en bonus pour que si ça vous intéresse, vous veniez nous poser des questions à moi ou à Jérôme sur ce qu'on utilise, comment on l'utilise et tout ça. Et l'avantage quand on fait une app social networking, c'est que c'est facile de rencontrer ses utilisateurs. Nous, on swipe sans arrêt, on les rencontre, on fait même un meet-up chez nous, auquel certains d'entre vous ont pu participer. Je vous le remettrai après. Si vous voulez en voir un petit peu plus, on a un meet-up qu'on fait occasionnellement. Si vous voulez en savoir plus sur l'aventure Attractive World et les débuts de Shaper, sans concession, il y a un petit bouquin qui est sorti récemment avec un petit peu raconté par Ludovic, notre CEO. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour.